En prison, vous dites qu'il n'y a pas de drogue, évidemment, il n'y a pas d'héroïne, mais il y a la fiole. C'est quoi la fiole? Yes. Ça va? Ça va. Ça se passe mieux que la dernière fois que tu es venu, là, pour marcher, non? Ouais. Hein? J'arrive à escalader un petit peu. Commence à prendre l'habitude? Ouais. Ouais. Alors, Guillaume Depardieu, acteur de cinéma, Tous les matins du monde, Cible émouvante, Bambi. Les apprentis, César du meilleur espoir, Paula X, Marthe, Podange, Aime ton père. Donc régulièrement à l'affiche au cinéma, mais aussi souvent Guillaume Depardieu à la une des médias. Prison ferme pour revendre de l'héroïne en 1993, accident de moto en 1995, amputation de la jambe en 2003, puis altercation à Trouville avec un pistolet à grenaille, 9 mois avec sursis, 5 000 € d'amende. Enfin voilà, donc vous êtes un garçon à la fois qu'on retrouve sur les affiches des films et à la une des médias. Et c'est pas fini, puisque vous publiez chez Plomb un livre d'entretien réalisé avec Marc-Olivier Fogiel. Ton ami? Mon ami. Ah ben, depuis qu'il est le dimanche soir, c'est plus mon ami, quand même. À quoi ça tient l'amitié? C'est marrant, hein. C'est Un fou, jour il y a- après, et puis tout va bien. Tu vas te réconcilier avec lui sur ce plateau. Très volontiers. Voilà. Donc un livre qui va faire grand bruit et qui s'appelle « Tout donner ». Alors Guillaume, depuis la publication des bonnes feuilles de ce livre dans Paris Match, tout le monde en parle, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, la première mise en place chez les libraires a été mercredi dernier de 80 000 exemplaires. Par librairie, ce qui est énorme. Alors au départ, c'est Muriel Belair, qui est éditeur chez Plomb, qui lit un portrait de vous dans Elle, qui vous appelle et qui vous dit vous avez une vraie histoire à raconter. Et vous lui dites, vous tombez bien, j'ai envie d'écrire. Donc voilà, donc Muriel Belair, pour accoucher de ce témoignage, contacte Marc-Olivier Fogiel, avec qui vous êtes amis depuis 1997. Et donc, c'est Marco qui vous a accouché. Alors, au niveau de la méthode de travail, avant de passer au contenu du livre, lui, il dit, tous les jours, entre septembre et décembre 2003, j'étais chez Guillaume à Bougival, tête bêche sur son lit, avec un magnéto en marche, pendant 3 heures par jour. Et vous, dans le même journal, vous dites qu'en fait, vous avez enregistré 8 entretiens avec lui. C'est quoi, alors? Bah, il y a eu 8 entretiens d'1 heure, en fait. Ouais. Et puis, non, mais ça doit être le journaliste qui a dû... Qui s'est trompé, peut-être. Ouais. La vérité, c'est ça. Si vous avez fait 8 entretiens d'1 heure avec lui, tête bêche sur le lit? Thierry. Bien. Alors, on va y aller, hein. Tout le monde tête bêche. Alors, le livre commence à votre naissance. Vous dites « Je ne suis pas né normal. Ouais. Ma mère a pris un médicament, le Distilben, qui a été ensuite interdit à cause de ses effets secondaires. Il y a eu 300 cas de jeunes filles qui sont nées stériles. Et vous avez eu des malformations corporelles, dites-vous, des os en plus. Ouais. Des trucs comme ça, ouais, des os en plus, un cerveau en moins, un sexe bizarre. Ouais. Et où des os en plus? Dans le bras. Ouais. Et on vous les a enlevés, ces os? Non, Non. Parce que c'était pas... Bon. Sauf si je me le cassais sur l'artère fémorale droite, c'était un peu... Non, mais c'était pas... C'est pas grave. Et le sexe, l'opération du sexe? Ouais, ça c'est plus marquant quand même. Hein. Ouais. Surtout à la puberté, quand ça commence à bien frétiller. Ouais. Déjà tout petit, vous vous sentez différent des autres. Ouais. Voilà, c'est ça surtout que ça... Bah ouais, ça m'a empêché d'aller en classe. Je crois que t'as un appel. Il y a un portable qui est sur le plateau. Fais-moi confiance, tu sais, c'est mon métier. Ouais, il y a le mien, ouais. Mais il a pas sonné, quoi. Il a vibré. Il a vibré. Ok, ça y est. On continue. T'es chiant avec ça. Donc tout petit, déjà, vous vous sentez très différent des autres. Ça vous met en marge, finalement, ces opérations. Non, puis tu te retrouves à l'hôpital, tu rates les cours. Bon. Ouais. Qu'est-ce que t'as? Bah écoute, je vais pas te le dire. Mais bon. Ouais. Voilà, alors vous parlez aussi de vos rapports avec votre père. Vous dites que les rapports avec mon père ne sont pas normaux non plus. Il travaillait tout le temps, je ne le voyais jamais.
il n'était pas compatissant de ce que vous viviez à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on vous emmerdait à cause des valseuses, à cause d'un certain nombre de films que votre père avait fait. Et en fait, jamais il vous a dit c'est pas grave, laisse tomber Guillaume, c'est des connards. Il n'était pas compatissant. Non, mais c'est même pas ça, d'être compatissant ou pas. C'était. Je sais pas, moi, je savais pas comment réagir vis-à-vis de ça. Donc, généralement, bon, ça donnait des soucis, quoi. Je me battais tout le temps, quoi. Vous dites mon père, il m'a eu trop tôt. Vous pensez que c'est ça le problème? C'est lui qui le dit, ça. Hein. Ouais, c'est lui qui le dit. Ouais. Mais je confirme. Ouais. Gérard Depardieu, en plus, il ne peut pas trop vous aider parce qu'il n'est pas beaucoup allé à l'école non plus, donc... Oui, c'est assez... Mais c'est touchant, là. Ouais. Et alors, vers 13-14 ans, vous commencez à plus rien foutre. Vous commencez à fumer du shit, à sniffer de la colle, donc c'est quand même assez jeune. Ouais, vous trouvez? Vous dites j'étais devenu quasiment autiste. Ouais, parce que j'aimais pas du tout le monde qui m'entourait. Je trouvais ça un peu ennuyeux. Et donc, bon, je me réfugiais surtout dans la musique. Hein. Vous écoutiez quoi? De tout, mais beaucoup de punk. Ouais, ouais c'était l'époque. C'était avant le hip-hop. Ouais. Et la nuit, vous preniez le dernier train pour Paris. Vous allez à Paris, vous marchiez dans les rues pendant toute la nuit. Le matin, vous preniez le premier train pour rentrer à Bougival. Vous faisiez quoi la nuit? Je déambulais un peu dans Paris, quoi. J'apprenais, je m'inventais des identités, j'allais dans les bars, j'étais soit fils de notaire, soit fils de militaire, soit des trucs bizarres, enfin des trucs comme ça. Mais à chaque fois, j'avais le privilège de l'anonymat. Donc c'est comme ça, en fait, que je me suis... D'abord, j'ai compris qu'on pouvait, avec un peu de persuasion, embobiner tout le monde. Donc c'était assez intéressant. Et puis ça m'a permis de découvrir plein d'univers différents. Vous disiez jamais que vous étiez le fils de Gérard Depardieu? Jamais. Jamais. Bah non, sinon c'était pas drôle. Ouais. À 16 ans, vous décidez, comme ça, un jour, sur un coup de tête, de devenir mercenaire, de partir en Afrique, l'arme au poing, pour contrôler les ressources pétrolières et minières, et foutre l'Occident dans la merde. Ça, c'était une grande idée que vous aviez. Ouais. Ah ouais. Vous étiez vraiment prêt à partir? Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, ouais. C'est pour ça que vous avez une petite barbe trotskiste maintenant? Non. C'est pour leur faire la révolution mondiale? Non, c'est pour un film, ça. C'est beaucoup plus vénal. Ça, c'était une semaine, vous vouliez être mercenaire, et puis la semaine d'après, vous écoutez le Requiem de Mozart, vous fondez en larmes, et vous dites, c'est ça que je veux être, c'est Mozart, quoi. Ouais, c'est un peu... résumé comme ça fait un peu... Mais c'est ça. C'est ça? Ouais. Non, en fait, je voulais vraiment me barrer pour quelque chose qui valait le coup. Et puis finalement, bon, j'ai eu de la chance d'écouter Mozart, quoi. Ouais. Parce que sinon, je me barrais, quoi. Et ça vous a retenu ici? Non, d'une certaine manière, ça a donné un sens au fait que je sois ici, en Occident. Je me suis dit, bah, on peut arriver aux mêmes choses, le but, mais en construisant et pas en détruisant. Voilà. Alors à l'époque, vous avez besoin d'argent. Il vous donne pas d'argent, votre père? Non. Non, vous êtes gigolo. Ouais, c'est le gros raccourci, là. Non, j'étais... c'est pas pour... pas que pour l'argent, c'est pour la curiosité aussi, bien sûr. Ouais. Donc vous êtes gigolo pour femmes, pour hommes. Ouais. Vous commencez avec des femmes mûres. Vous aimez bien les femmes mûres? Ouais. Donc là, c'était pas tellement pénible. Non, c'était plutôt... ouais, c'est bien ce que je dis, c'était gigolo de luxe, quoi. Vraiment, j'avais le choix... vous choisissez les clients? Ouais, c'est toujours plus agréable. Ouais. Et puis avec des mecs aussi? Ouais, ça est arrivé, ouais. Vous racontez le premier mec? Le premier? Ouais. 14 ans. Ouais. Mais c'est pas passé grand-chose la première fois? Non, juste préliminaire. Ouais. Et après, c'était plus sérieux? C'est arrivé, ouais. Vous avez appris quoi dans cette expérience? On n'a jamais tourné le dos, les gars. Je me suis méfié des douches. Non, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que c'était dans la tête aussi, les choses. Bon, c'était très lié. Heureusement, quand vous vous retrouvez en tôle la première fois, il y a un caïd qui vous protège et vous échappez aux sévices sexuels habituels des prisons. Oui, enfin, aux sévices sexuels, non. Je pense pas que j'étais une proie à ce niveau-là. Ouais. Mais non, j'ai échappé surtout au lynchage, ouais. Pendant la première fois que vous allez en tôle, c'est pas encore pour usage de stupéfiants, c'est pour braquage de Weston et de... Ouais, c'était l'époque, la grande époque. Et de doudoune, ouais. Ça va encore. Ouais, enfin bon.
Et puis, est-ce qu'on met des Weston avec une doudoune? Je sais pas, c'est faute de goût énorme. Évidente à l'époque. Et puis vers 18 ans, vous commencez à mettre le nez dans la poudre. Ça va durer 6 ans. Vous dites, j'ai perdu 6 ans de ma vie là-dedans. Ouais, mais je le pense, ouais. Ça vous a rien apporté du tout? Si, mais ça m'a apporté justement, mais rétrospectivement, parce que je m'en suis sorti, mais parce que je suis costaud quand même. Ouais. Bon, mais moi j'en connais, tous mes potes de l'époque, ils s'en sont pas sortis. Ils sont soit devenus fous, soit ils sont morts, soit ils ont fait une overdose. Alors en fait, le mec qui vous a branché dans la drogue, dans la poudre, dans l'héroïne, c'est votre prof de solfège, de contrepoint et d'harmonie, que vous recueillez un jour chez vous, parce que son père était mort, et un jour vous le voyez en train de se faire un fixe dans la salle de bain, et vous essayez, quoi. Ouais. En fait, j'avais essayé un petit peu avant, je faisais un remplacement. Ouais, je devais avoir 16 ans quand j'ai essayé, mais c'était juste un trait d'héroïne nasal, quand même. Ouais. Mais ça m'avait rien fait. Ouais. Alors là, évidemment, quand on prend de l'héroïne, au début, c'est vachement bien. On croit que tous les problèmes sont réglés. Le problème, c'est après, comme on dit toujours. Au début, on en prend pour être bien, puis après, pour pas être mal. Plus être mal, oui. Donc après, on court après. Alors, vous essayez tout, vous. Vous essayez non seulement l'héroïne, mais aussi l'héroïne mélangée avec de la cocaïne, ce qu'on appelle le speedball. Le speedball. Ensuite, vous avez pris du crack. Vous n'aviez pas peur de vous niquer le cerveau? Non, j'ai lu quelque part qu'on utilisait de toute façon juste un dixième de nos neurones dans toute une existence. Parfois moins. Et donc, bon, non, mais j'avais pas une approche très quantitative des choses. C'était plutôt, fallait tout essayer, quoi. Ouais. Et puis un jour, en revenant de Hollande, vous devez partir pour le ski, quand le fameux prof de solfège qui vous a initié vous appelle. Il vous dit, je suis mal, viens me dépanner. Ouais, j'étais parti pour décrocher en plus. Ouais. Donc il vous appelle, je suis mal, viens m'aider, viens m'apporter quelque chose, viens me dépanner. Et il me restait un paquet, tu vois. Il me restait un truc, bon, que je comptais pour pas être mal le prendre le lendemain matin. Ouais. Et bon, je lui ai passé, et puis là j'ai vu le flag, on est vraiment comme ça. La garde de Beaucresson en plus. Ouais. Là vous faites serrer, vous finissez donc évidemment en prison. Alors, en prison, vous dites qu'il n'y a pas de drogue, évidemment, il n'y a pas d'héroïne, mais il y a la fiole. C'est quoi la fiole? C'est ce qu'on donne dans toutes les prisons en France. Tu donnes ça pour les mecs, parce qu'il y a beaucoup de toxicos quand même. Les vols avec violence ou les vols, quels qu'ils soient, enfin la rapine, tout ça, c'est vraiment l'essentiel des gens qui sont en prison. À 70%, c'est lié au manque et à la drogue. Donc on leur donne pour les calmer, pour pas qu'ils hurlent toute la nuit comme ils sont en manque, on leur donne des tranquillisants, des opiacés, enfin on les shoot, quoi. Ouais. Vous l'avez pris, vous? Oui, mais un jour. Ouais. Un jour ou deux, et puis après, de toute façon, moi j'étais barré, quoi, donc je voulais m'arrêter. Donc... Ouais. Ça tombait bien d'une certaine façon. Ah, je vous vois venir. Non, pas du tout, c'est vous qui dites ça. C'est que quand votre père appelle Balladur pour essayer de vous faire sortir de là, en fait, vous lui en voulez parce que vous trouvez que c'est quand même trop facile d'être le fils de Gérard Depardieu. Non, mais c'est surtout que moi, j'étais pas du tout comme ça, et j'ai jamais été comme ça, et je serai jamais comme ça. Non, j'ai été condamné, j'estime injustement. Ils ont voulu faire un exemple, tu crois? C'était le changement de politique, tu vois. C'était un peu la droite qui venait, il fallait bien montrer que, attention, maintenant, les jeunes, ça rigole plus. Et donc, là, maintenant, on continue à dérouler le même tapis, quoi. Donc, c'est assez intéressant de voir que ça ne sert strictement à rien. Et puis, on met pas les gens qui sont malades en prison, je trouve ça ridicule, quoi. Vous en avez voulu à votre père d'avoir essayé d'intervenir auprès de Nicolas Bazir et de Balladur. Vous auriez préféré finalement qu'il vous laisse là pour en chier un peu? J'aurais préféré qu'il ne soit pas là du tout, qu'il ne vienne pas en plus me discréditer. Moi, je veux dire, je voulais faire ma peine jusqu'au bout et il n'y a pas de problème là-dessus. Je veux dire, moi, je fais ma peine, même si j'estime que j'ai rien à foutre là-dedans. Justement, c'est motivant. C'est très motivant, Ce que vous vouliez, vous, c'était une certaine rédemption par la punition? Non, pas du tout, non. Oh là là, Dieu m'en garde d'avoir ce genre de pensée-là, judéo-chrétienne. Non, merci, non. Non, c'est plutôt de mettre les choses à plat avec l'esprit clair et de voir dans quelle société j'évolue. Et donc, à partir de là, c'est très bien. Je sais que je suis malade, je sais maintenant qu'on prend les malades comme ça, qu'on en fait ça, je sais... Enfin, bref, avoir les idées claires, quoi. Vous êtes arrêté 6 ans plus tard. Vous êtes arrêté comment? Tout seul. Sans rien? Non. Sans méthadone? Non. Comme ça? Ouais. Solide? Dur.
Voilà, et puis ensuite vous racontez dans le bouquin votre amputation suite à cette maladie nosocomiale. On vous propose soit d'avoir la jambe raide toute votre vie, soit de vous faire amputer. Ça fait un bon petit parallèle. Tu vois, les mecs qui sont malades, on les fout en tôle, et les mecs qui vont dans les hôpitaux, on les ampute, quoi. Ouais. Ouais. J'ai testé pour vous, ouais. Ouais. Vous avez préféré être amputé plutôt qu'avoir la jambe raide toute votre vie? C'était infaisable, intenable et infaisable. Je ne pouvais plus rien faire. Ouais. Non, mais il y en a même qui m'ont dit quand même, ah, tu t'es bien démerdé, hein, t'as pas fait comme tout le monde. Ouais. Ouais, il y en a qui arrivent à dire ça les yeux dans les yeux en pensant vraiment que c'est vrai, quoi, que j'ai fait exprès, quoi. Pour faire bien dans le curriculum. Alors votre père vous appelle, donc après cette amputation, il vous appelle à l'hôpital, il vous dit ça va comment? Vous dites ça va très bien, une espèce de sarcasme comme ça. Ça va très bien. J'ai fait un drôle de rêve, papa. J'étais entouré de filles toutes nues qui me suçaient le moignon. Ouais, j'ai vu tout de suite qu'il violent quand même, hein. Il avait des limites au sens de l'humour. Vous dites mon père, je l'aime et je le déteste pour les mêmes raisons, son impuissance. Non, non, mais c'est toujours pareil. De toute façon, les gens, on les aime quand on les aime vraiment. On les aime aussi pour leurs défauts. Bah ouais. Il n'a pas été assez dur avec vous, vous pensez? Franchement, ouais. Non, non, mais c'est une manière qui est autrement plus dure aussi de dire à quelqu'un, bah, démerde-toi, tu vas voir, à la dure, quoi. Moi, je trouve que ça m'a amené vers une liberté qui est vraie, c'est vrai. C'est vrai, ça, je dois le concéder. Je trouve que c'est intéressant de dire à quelqu'un, démerde-toi, de toute façon, tu vas être obligé un jour de te démerder. Donc, c'était peut-être un peu tôt, je pense. Est-ce que vous lui en voulez de ne pas vous avoir donné un exemple? Parce que vous dites dans le bouquin, mon père, c'est fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Ouais. Vous trouvez qu'il manque d'intégrité, d'éthique, c'est-à-dire que vous pensez que finalement... C'est-à-dire que non, mais quand on a des trucs à soi, faut le cacher vraiment, quoi. Il faut pas que ça se voit. Vous auriez préféré qu'il soit plus discret pour vous donner un exemple plus droit? Bah oui, je sais pas, tant qu'à faire. Après, ne pas venir en se posant en représentant ou garant de la justice, quelle qu'elle soit. Bon. Après, moi, après ce que j'ai vu, tu vois, c'est pas le top crédibilité, quoi. Ouais. Ça vous découvrez, bah, oui, comme tous les gens de sa génération, vous découvrez qu'il s'est camé, qu'il a fait des partouzes, voilà, quoi, comme tous les... non, mais ça, c'est bien après. Ouais. Moi, j'étais déjà barré depuis longtemps, quoi. J'étais déjà dans ma tête, c'était... j'avais 10 ans, j'étais déjà dans mon univers, hein. Fallait plus m'approcher, quoi. Vous découvrez même qu'il a une fille avec Karine Silla, votre demi-sœur. Il n'a pas osé vous en parler, vous l'apprenez le... Non, je l'ai appris le jour de sa naissance. Ouais. Parce que Karine Silla a appelé votre père devant vous. Ouais, pour dire que tout s'était bien passé, ouais. Mais vous apprenez sa vie privée par la presse, en fait. Ouais, bah, aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Fanny Ardant, vous l'avez appris en lisant Paris Match? Non, j'étais un peu affranchi. Parce que maintenant, je sais voir un peu les rapports. Ouais. Non, je trouve ça bien, moi. Je trouve ça bien qu'il soit avec cette femme-là. Ouais? Ouais. Vous préférez Fanny Ardant à Carole Bouquet? J'ai rien dit. Alors, vous parlez de votre mère aussi, Elisabeth Depardieu. Vous dites qu'ils sont en instance de divorce depuis 14 ans, parce qu'il ne veut pas lâcher sur le plan pognon, quoi, en gros. Ouais, mais bon... Mais quel est le problème? Il est milliardaire, votre père, non? Franchement, c'est assez opaque, hein. Ouais. Non, je sais pas, parce que vous dites, quand j'étais petit, il me donnait pas d'argent. Ma mère, il veut pas divorcer parce qu'il veut pas lâcher de pognon. Non, mais quand j'étais petit, c'était plutôt un principe d'éducation de ma mère. Ouais. Et je trouve ça très bien, d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'avais pas plus d'argent que mon meilleur ami. Et bon, comme c'était une famille nombreuse, 4 enfants, milieu, bon, pauvre. Hein. Donc moi, je trouvais ça très bien. Mais non, mais mon père, il est pas du tout pas généreux. C'est pas vrai. Faut pas qu'on croie ça non plus. C'est quelqu'un qui a du mal à filer une pièce. Par contre, il peut te filer une brique, si tu veux. Ouais. Et bon, moi, j'ai pas tendance à demander facilement une brique. Vous avez divorcé, ça a été réglé avec Élise, vous n'avez pas attendu 14 ans, quoi. Ouais, on est en train de le faire. Ouais. Heureusement que vous avez Louise, quand même, non? Ouais. Alors, quand votre père a lu le bouquin, il vous a dit que certains passages n'étaient pas bien, qu'ils étaient un petit peu... Non, mais parce qu'il ne l'avait pas lu. Je le connais, comment il lit. C'est comme quand il dit « je lis les scénarios ». Quoi. Ouais. Non, bon, il avait feuilleté 3 trucs. S'il voit un dialogue intéressant, il le prend. S'il voit un truc, et après il le lit. Mais bon, là, il avait juste parcouru 3 feuillets, il a dit « oui, il m'appelait juste pour me dire qu'il trouvait ça impudique ». Ouais. Et vous lui avez dit que vous le trouviez indécent. Ouais. Il l'a lu maintenant? Je pense. Vous n'avez pas une nouvelle? Non. Il vous répond dans Gala, vous l'avez lu? Ah bah oui, j'ai eu des nouvelles par Gala. C'est terrible ce qu'il dit, parce qu'en fait, il dit, bah, si ça l'aide d'écrire ce bouquin, tant mieux pour lui. C'est ça que vous attendez comme attitude, ou vous avez
auriez attendu Non, quelque chose de plus violent. Franchement, je m'en fous. Quoi. Ouais. Ouais. Ça m'empêche pas de dormir, c'est pas ça qui me fait lever le matin. Quoi. Ouais. Maintenant que vous avez fait ce bouquin, vous vous sentez libéré de quelque chose? Ouais, je sens... En tout cas, on me posera plus les mêmes questions à chaque fois que je viendrai faire la promo pour un truc que j'ai fait, que j'estime qui est bien et qui mérite plus largement de l'attention plutôt que sur ma famille ou quoi que ce soit. Ouais. Comme ça, là, je l'ai fait aussi pour ça, quoi. J'ai trouvé bien mon intérêt là-dedans. Qu'on me fasse plus chier avec ma famille, quoi. Mais alors, si commence à se mettre à dialoguer dans les journaux, je trouve ça infernal, c'est terrible, ça. Les gens vont se lasser, attention, Gérard. Hein. C'est la dernière fois que vous en parlez, là, alors? Ouais. C'est bien, j'ai bien marqué le coup, quand même. Ouais. Première et dernière fois. C'est énorme, ce bouquin. Après, vous avez parlé de vos films. Ouais. Je vais les faire, surtout. Ouais. Guillaume Depardieu avec Marc-Olivier Fogiel, tout donné. C'est plomb, mesdames et messieurs. Ça aurait pu être pire, vous auriez pu être le fils d'Alain Delon, non? Non, ça va comme ça. Là. Ça va comme ça? Ouais. Ça vous suffit? C'est pas mal, oui. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Alors Guillaume, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas, on va vous faire une interview up and down. Ce que vous préférez chez vous? La qualité de mes silences. Ce que vous haïssez chez vous? La qualité de mes silences. Au cinéma, ce que vous préférez? Au cinéma les gens, les rencontres. Ce que vous haïssez au cinéma? Les cons. Ouais. Le plus grand moment de votre vie? Ouais, original, la naissance de ma fille. Le pire? Le pire... La naissance de ton père? Il est mignon. Je sais pas encore, non. Ce qui vous plaît le plus dans la vie? Après l'amour. Ce qui vous plaît le moins? Attendre, avant. Votre plus gros coup de fric? C'est un truc que j'ai pas fait, justement. Mais c'était pour faire monter les enchères, pour voir jusqu'où il pouvait aller. Quoi. Ouais. Et votre plus grosse perte? Bah c'est ça s'il l'a pas fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Votre plus belle histoire d'amour, Guillaume? Laurent Baffy. Ah, il y a eu soufflage. Non, votre plus belle histoire d'amour, sérieux? Ma fille. Ouais. Et la plus minable? La plus minable, le jour où j'ai failli tomber amoureux de moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus sexy en vous? Je sais pas. Et de moins sexy? Quand je suis bourré. Ouais. Ce que vous préférez dans le sexe? Moi, j'aime tout. Tout? Ce que vous détestez dans le sexe? Les interdits. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.